Alors, bonjour Christophe Ado, nous sommes très heureux de t'avoir parmi nous. Et puis, raconte-nous, alors tu es au courant de nos questions, à toi. Alors aujourd'hui, donc l'interview, c'est ma relation avec Omram Mikhaila Ivanov, avec ce maître spirituel très, très connu maintenant, et que j'ai eu la chance de rencontrer très jeune. Alors toute une histoire, hein, j'avais 16 ans, mais même avant, je lisais, j'avais par exemple, j'avais vu un livre, c'était une sélection du Reader's Digest, je crois que ça existe encore, enfin, en tout cas c'était chez mon grand-père, et puis un midi, je lisais ça, et je suis tombé, bon, il y avait des résumés de livres, et il y avait un livre qui concernait un sage un sage indien qui s'appelle Ramda, ou Ramdas. Et alors, j'avais lu ça et quelque chose m'avait beaucoup parlé. Ce sage indien était avait une vie tout à fait standard. Et puis un jour, il est tombé sur une mantra, ou un mantra, je ne sais pas comment on dit. Et, et il s'est mis à répéter ça pendant 2 ans et ça lui a fait toute une transformation spirituelle intérieure. Et ce mantra, je le trouvais très poétique, très, très inspirant en soi. Et je me suis mis à le répéter assez souvent, comme ça. Et ce mantra, c'était celui-ci. Om Ram, Shri Ram, Jai Jai Ram. Voilà, c'était... non, c'était Om Ram, Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Quelque chose comme... voilà, c'est une salutation à Dieu dans toutes ses qualités, dans la splendeur voilà, de ce réel divin. Voilà. Et je répétais ça très souvent. Et puis un autre livre, j'étais tombé sur une phrase très, très belle qui disait ça, voilà, quand l'élève est prêt, le maître est là. Alors je répétais ça souvent dans ma tête, quand l'élève est prêt, le maître est là. Et puis un jour, un ami à l'école m'a lisé une petite brochure qu'il avait recouverte. J'étais attiré un peu magnétiquement vers cette brochure. Et cette brochure, c'était une conférence de Roi Mikhail Ivanov, donc, qui était une comparaison sur les béatitudes du Bouddha et celle de Jésus, sur l'harmonie, je crois. C'était vraiment ça m'a attiré, c'était mes deux ressources, hein, voilà, le christianisme et le bouddhisme, en tout cas, voilà, la parole, la pensée de Bouddha, de tout l'Orient. J'étais convaincu de la réincarnation depuis toujours, par exemple. Et voilà, c'est quelque chose qui, à partir de là, ça a été ma rencontre avec Omram Mikhaila Ivanov dans un premier temps. J'ai eu la chance de pouvoir écouter de très nombreuses conférences pendant longtemps, hein, très rapidement. Voilà, j'ai pu écouter ces conférences. Je l'ai rencontré également de nombreuses fois. Il avait l'habitude voilà, de rencontrer beaucoup tout le monde, et notamment les jeunes, pour les aider un peu sur les études. Et j'ai été conseillé, j'ai eu cette chance assez extraordinaire de pouvoir être conseillé par ce maître spirituel. C'est quand même quelque chose, hein, qui conseillait vraiment, voilà, avec beaucoup de finesse et beaucoup de liberté. Ça, c'était très important. Tu peux donner un exemple? Et ben, par exemple, il m'avait dit, voilà, au départ, je voulais être militaire. Bon, mon grand-père l'avait été et tout ça, et donc j'avais un peu cette idée, cette vocation. Et il m'a dit, mais c'est bien, sans armée, la France disparaîtrait. Tant que je fais une année à l'armée, puis voilà, ça me plaisait pas. Bon, c'était pas ma vocation en fait. Voilà. Alors l'été après, il revient, il me dit alors c'était comment? Puis j'ai dit ben oui, il me dit c'est pas pour vous, c'est pas pour vous. Par contre, il faut une armée, c'est très important, mais vous avez peut-être d'autres aspirations même. Il faut aller vers votre nature peut-être plus profonde. Et il m'avait dit, voilà, peut-être vous pouvez étudier, considérer l'anglais ou la littérature. Et à l'époque, j'étais pas, donc j'avais dépassé le bac, bien sûr, mais j'étais pas bon en anglais, j'étais pas moyen, j'étais pas médiocre, même pas mauvais, j'étais franchement juste nul, quoi. Bon, ça passait pas, quoi, ça rentrait pas. Et qu'il me conseille l'anglais, j'avais trouvé ça un petit peu surprenant, mais vraiment confiance en lui, et il m'avait dit, vous verrez, ça sera facile. Et de fait, 4 ans après, ben, j'étais professeur d'anglais. Voilà. Mais enfin, l'anecdote, c'est surtout qu'il m'avait dit, voilà, il m'avait conseillé, parce qu'après les études d'anglais aussi,
Moi, je voulais arrêter, c'était fini, j'avais 4 ans déjà, c'était bien assez. Et le dernier jour, on m'a proposé de commencer un doctorat en économie du tourisme. Ce qui était très surprenant, puisque, ben, grosso modo, j'avais eu zéro cours, enfin, j'exagère, mais enfin, quelques cours d'économie en option, tout ça, enfin, vraiment rien de très consistant, on va dire. Et puis, on me fait cette proposition la dernière minute du dernier jour de mon cours. Bon, et donc, je lui en fais part l'été qui suit, et il me dit, réfléchissez bien, c'est une opportunité qui peut vous aider dans la vie à avoir peut-être plus de possibilités qu'avec les seules études d'anglais. Réfléchissez, mais de toute manière, une chose est certaine, je vous donne mon avis, mais faites votre miel de tous ces avis-là. Même si vous avez du respect pour ce que je dis, réfléchissez, analysez. Ne laissez jamais personne décider pour vous. Et ça, c'est très important. Avec un vrai maître spirituel ne donne jamais d'ordre. Et il laisse libre, y compris ses élèves, ses étudiants. C'est très 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 important. Et c'était une règle, je pense que c'est une règle à suivre pour toute la vie. On peut aider, mais il faut même essayer d'aider, mais il ne faut vraiment pas influencer. Il faut, par l'exemple peut-être, voilà. Voilà, bah, j'ai beaucoup de choses à raconter, évidemment, sur cette aide tout à fait extraordinaire. Le nom de maître, par exemple. Le maître, ça fait quoi? Maître? Mais non, maître, c'est professeur. C'est professeur, et le deuxième sens, dans son cas, c'est quelqu'un qui se maîtrise, qui a une maîtrise. Et j'ai trouvé que c'était, voilà, pourquoi j'aime beaucoup ce terme de maître, en tout cas dans son cas, c'est que c'est voilà, c'est l'aspect pédagogique d'un enseignement. Juste, il garde ce qu'il a appris. C'est compliqué, hein, l'ésotérisme, c'est-à-dire la science spirituelle, l'architecture du réel, l'architecture de l'univers, c'est complexe. Il y a beaucoup de... Mais lui, il avait compris, il rendait ça en phrases de 3 mots, de 2 syllabes. Voilà. Quand on est capable de faire ça, on est un bon maître. On explique bien. On a une pédagogie, donc ça c'est déjà remarquable. Et puis alors le deuxième aspect, c'est cette maîtrise de lui. C'est quoi être maître de soi-même? On dit tiens, je maîtrise mes gestes, ma respiration, si on est un yogi, ou voilà. Bon, mais non, c'est beaucoup plus que ça. Pourquoi? Parce qu'en réalité, l'être humain, il est fait, hein, ça c'est la science ésotérique. Alors, ce terme ésotérique, il a l'air compliqué, mais il n'est pas compliqué en fait. Il veut dire quoi? Il veut dire ce qui est invisible. Mais l'invisible, c'est le plus important. Et justement, l'ésotérisme essaye de donner une cartographie, une compréhension, une lecture, une vision de cette structure, si vous voulez, invisible. Les sentiments, c'est invisible. Mais oui, c'est invisible tant qu'on les voit, enfin, tant qu'ils ne s'expriment pas. Pourtant, ils sont bien réels. On en voit la manifestation, mais un sentiment, c'est quoi? Une pensée. Donc tout ça, c'est le monde invisible. Et de ce monde invisible qui structure bien sûr également l'être humain, il en a donné une synthèse qui est vraiment fantastique, quoi, parce que super simple, quoi. Donc, la maîtrise de cet être, Omar Mikhaël Ivanov, de lui-même, c'est-à-dire, bien sûr, il se maîtrisait, ses gestes étaient vraiment très harmonieux, très remarquables. Il disait l'art, par exemple, on doit devenir une sorte d'artiste sur tous les plans, on doit se sculpter soi-même, on doit danser, même pourquoi laisser ça aux danseurs, disait-il. Et c'est vrai qu'il avait une démarche qui elle était pas efféminée, pas du tout, elle était virile si on veut, en tout cas masculine, mais c'était très élégant, c'était une sorte il y avait voilà, il pratiquait ce qu'il disait, cette espèce de danse, même avec les objets, en tout cas de danse avec le réel. Voilà. Donc pour dire que cette maîtrise, il l'appliquait sur tous les plans qui structurent l'être humain, dans l'invisible. Parce qu'on est essentiellement structuré, l'être humain est une structure invisible. Pour l'essentiel, qui se manifeste, et c'est toutes ces structures, c'est les 7 plans. Hein, donc il a expliqué ça avec des termes un peu qu'il a beaucoup simplifié dans l'ésotérisme hindou, hein, le plan atmique, c'est-à-dire l'esprit, le plan bouddhique, c'est-à-dire l'âme, le plan causal, c'est-à-dire le mental supérieur, le plan mental, et le plan émotionnel, ou on peut dire astral, il y a une raison à ce terme un peu étrange, le plan éthérique, c'est-à-dire le plan des énergies, le plan physique. Et sa maîtrise, la raison qui fait qu'on pouvait, d'ailleurs à partir des années 60, il était déjà assez âgé au fond, ses disciples ont commencé, jusqu'à alors il dit non, ne m'appelez pas maître, c'est une immense responsabilité, vous n'avez pas idée de l'importance que ça a, parce que c'est un immense sacrifice en réalité.
d'être un statut en parence comme ça, un maître, voilà, c'est un peu honorifique. Mais non, le sens ésotérique d'être un maître, ça veut dire que c'est une immense responsabilité. Ne me faites pas porter cette croix, ou en tout cas ce fardeau, et finalement, tellement il ressemblait à son propre maître spirituel, puis la hauteur, l'élévation de sa pensée dans les années 60, son maître spirituel qui était le maître Peter de Nof, ou Ben Saduno, c'était son nom initiatique, de même que Omraam Mikhaël Ivanov, c'est un nom. Alors c'est quoi un nom initiatique? C'est un nom qui est destiné à rentrer dans l'histoire. C'est un peu comme un nom d'artiste, si vous voulez. Les artistes, à leur niveau, il y a le nom qu'ils ont reçu à la naissance, et puis ils choisissent un nom d'artiste. Pourquoi? C'est pour magnifier, c'est pour un maître spirituel. Très souvent, il va garder on dit Vivekananda, par exemple. On ne dit pas tout son nom. On dit, et voilà, et pour Peter Nof, on a dit après, pareil, un peu au soir de sa vie, il a défini ce nom Ben Saduno, qui est une poésie d'une magie extraordinaire. Et pour Omraam Mikhaël Ivanov, donc ça a été ces trois mots comme porté Omraam. Voilà, moi j'ai retrouvé mon mantra. Mon mantra, Omraam Mikhaël, c'était son prénom. Ivanov, je pense qu'à son nom de famille de naissance, il avait ajouté, certainement pour des raisons ésotériques aussi, symboliques, la lettre A. Numérologique. Ou numérologique, peut-être cette pyramide, magnifique forme, la lettre A. Pyramide vers le ciel, vers le haut. Mais donc, ce qui nous intéresse, c'est quand même les interviews avec le maître, le rendez-vous, et même personnel et intime. Alors, j'ai eu beaucoup de rendez-vous avec cet être, avec le maître, et une chose qui est très frappante, c'est par quoi il commençait ce rendez-vous. Voilà, il vous faisait asseoir, énormément de délicatesse. C'était ça qui était frappant. On dit souvent son rayonnement. Oui, son rayonnement était vraiment, on se sentait heureux, ça commençait à chanter, quoi. Comme on dit les papillons, le baiser solaire. Il y avait ça. Et puis une force aussi. C'était pas du tout, c'était pas un être fragile. C'était pas, il s'excusait pas de demander pardon. Il s'asseyait. C'était voilà, il était en face de vous. Il était robuste. Il était fin, délicat, mais robuste à la fois. Mais cette délicatesse s'exprimait notamment la question qu'il a posée, et qui est très probablement la phrase qu'il aura répétée le plus souvent dans sa vie. Cette phrase, c'était quoi? Voilà, qu'est-ce que je peux faire pour vous être utile? Qu'est-ce que je peux faire pour vous être utile? Et en fait, moi je pense que quand on lit un peu sa biographie, sa Louise-Marie Frenette, ou aux éditions Prosveta, les éléments d'autobiographie, ces deux volumes qui sont tellement intéressants, on s'aperçoit que c'est la phrase qu'il a commencé à dire dans l'enfance déjà. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider là, avec ses potes? Et c'est ça qui a fait qu'il est devenu ce maître spirituel tellement étonnant. Qu'est-ce que je peux faire pour vous être utile? Donc moi, il m'a posé aussi cette question plein de fois, des moments où la vie, il y avait des emmerdes, des difficultés, des choses comme ça. Bon, qu'est-ce que je peux faire pour vous être utile? Voilà. Et alors, vous lui expliquiez un peu les tracas, les études, tout ça. J'étais jeune, c'était beaucoup sur les études en ce qui me concerne. Et il ne répondait pas tout de suite. Posé, souvent il prenait vous voyez que il se concentrait, il écoutait le monde intérieur, le monde invisible, tout ça, et il vous donnait, il vous redonnait, il parlait pas énormément, il parlait à voix, c'était pas tonitruant, il parlait doux, c'était, il faut s'imaginer, le bon fin, la Côte d'Azur, souvent les grillons, les cigales, le vent dans les pins, et puis cette tête qui vous parlait, Pierre Renard. Pierre Renard, cet écrivain qui avait été résistant, qui avait rencontré ce maître spirituel pendant la guerre, qui avait fait tout son travail. Bon, il a écrit des livres, des témoignages qui sont tout à fait remarquables. Moi, j'encourage beaucoup à lire les livres de Pierre Renard, ils sont vraiment magnifiques. Et il parle notamment de ses entretiens avec lui. Donc il vous recevait, et il écoutait, et il vous donnait cette réponse, et c'était souvent une dizaine de mots. Et quelques années après, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans ont passé en ce qui me concerne, plus de 40 ans après ces premiers entretiens, ces mots-là, ils parlent encore.
quand ils parlent, c'est pas que vous vous en souvenez, c'est qu'ils vous parlent. Ils vous disent encore des choses parce que, voilà, c'est ça qui faisait la qualité exceptionnelle de cet être. C'est ça, je disais, cette notion de maître spirituel. Vous voyez un peu tous les plans, là, le plan atmique, le plan de l'esprit, le plan de causal, voilà, la compréhension profonde, tout ça, où les idées naissent, hein, où les faits humains naissent, hein, dans le plan causal, le plan bouddhique, c'est-à-dire cette aspiration, cette dimension de notre être où on respire l'harmonie, on vit la beauté, c'est ce plan de la poésie, de la musique, de la danse, voilà, c'est ça le plan bouddhique, on peut l'appeler le plan christique, c'est la même chose, on peut l'appeler quelques termes qu'on veut, on s'en fiche, c'est une étiquette, un mot, c'est une réalité, c'est ça qu'on peut respirer, qu'on peut vivre, lui il vivait, et il lisait dans tous ses plans, voilà, des choses qui pouvaient vous parler et qui vous parlaient pendant des décennies. Alors, je ne vais pas vous donner tellement de détails personnels. Ils sont personnels, ils sont intimes. Ce que je peux dire, voilà, dans une interview de cette nature, c'est qu'ils m'ont été quand même énormément, enfin, je pense à toutes les personnes qu'il a reçues, et c'est des milliers, hein, c'est-à-dire, il ne comptait pas son temps, il travaillait, il faut se rappeler quand même. Il n'a jamais chippé ou demandé un franc, un sou, un euro. Hein, toutes on dit le coaching, mais oui, mais le coaching chez lui, c'était pas 200 euros la demi-heure. C'était, voilà, asseyez-vous, prenez place, voilà, et ces conférences, pareil, gratuit, mais si payer un peu je sais pas, le pain et le couvert, quoi. Enfin, je veux dire, pour faire fonctionner un peu quand on allait écouter une conférence, voilà. Mais voilà. Il y avait très très bon marché quand même. Alors c'était un excellent rapport qualité-prix et transition de tout trouver pour dire que voilà, je suis devenu donc économiste. Pourquoi je suis devenu économiste? J'avais conscience, j'avais des côtés un peu poétiques, un peu aspiration, le côté artistique et ma décision quand on m'a proposé de démarrer ce doctorat complètement improbable, hein, en économie, je l'ai bâti, mon choix, ma décision personnelle sur le fait que étudier l'économie, c'est étudier le réel, dans le plan physique. C'est-à-dire que on peut être intéressé par la philosophie, on peut s'intéresser à l'art, à la spiritualité, pourquoi pas. Voilà, et c'est quelques-uns. On peut s'intéresser à des domaines, au sport, aux voitures télécommandées, j'en sais rien, au hockey sur glace, enfin un tas de choses, au foot, bon, au rugby, voire au football américain, voire au baseball. Bon, on peut s'intéresser à plein de choses. Mais il y a un domaine qui concerne, auquel forcément on est tous intéressés à un moment donné de sa vie, c'est l'économie. D'ailleurs, c'est comment je gagne des sous. Et avant ça, est-ce que tu es d'accord de nous raconter ton voyage dans l'Institut d'Edgar Cayce? Ah, alors voilà. Ah oui, ça c'est un peu autre chose qui est très intéressant aussi. J'ai toujours pensé que j'avais été américain dans ma dernière vie. Je suis né avec ça, j'avais 15 ans. Enfin, c'était la même chose un peu voilà, j'ai trouvé ma nourriture, on va dire spirituelle, celle de l'âme à travers voilà, cet enseignement d'Henri Michael Ivanov. Et parallèlement, j'avais une sorte de, je sais pas comment dire, nostalgie voilà, j'entendais, par exemple, dans la ville où j'ai grandi, à Avignon, il y avait un institut d'études américaines. Et le samedi matin, souvent, j'étais passé un jour par hasard, je ne sais pas quoi, j'avais la fac d'Avignon, et puis souvent je passais 10 minutes, un quart d'heure à l'entrée de cette faculté d'Avignon, le local existe toujours, enfin c'est une autre administration qui l'a pris aujourd'hui, et il y avait des étudiants américains. Je ne comprenais pas vraiment, je ne comprenais rien à ce qu'ils disaient, mais j'aimais cette musique, aussi curieux que ça puisse paraître, ce son, voilà, la touche américaine me parlait, et je pense que c'est parce que ça me rappelait. Et vers l'âge de 15 ans, donc à peu près un an avant que je découvre l'enseignement d'Henri Michael Ivanov, je suis tombé sur un livre très intéressant que j'ai toujours, un petit livre de poche, que j'ai retrouvé des décennies après, Edgar Cayce et le destin de l'homme. Et ce livre m'a transcendé, j'ai vraiment trouvé ça, des explications philosophiques très très intéressantes sur... c'était un voyant tout à fait extraordinaire. Henri Michael Ivanov, pour revenir à lui, disait d'Edgar Cayce, Casey, comme disent justement les Anglais, les Américains, il en disait donc qu'il avait été probablement le plus grand voyant que la Terre ait porté, supérieur même à la Pythie de Delphes. Donc il avait d'ailleurs passé 15 jours, pu faire des recherches, je vais expliquer pourquoi, par la suite, à Virginia Beach, et de fait, il partait le matin.
il marchait le long de cette côte de sable, qui est si importante en fait dans l'histoire même de l'Amérique, et il revenait le soir. Et j'avais interviewé sa secrétaire, qui m'avait dit non. Il disait rien, il n'expliquait pas ce qu'il faisait, mais on sait qu'il faisait des choses dans le plan invisible. Donc je lis ce livre quand j'ai 15 ans, et une phrase me parle. Dit que Edgar Cayce, dans ce livre, il dit, aurait rencontré deux présidents américains, Woodrow Wilson, dans un premier temps, un peu vers la fin de la Première Guerre mondiale, et Franklin Delano Roosevelt, donc le président américain, le seul à avoir été élu à ce poste 4 fois, dans les années 1942-43, et aurait donc été consulté donc, par ces deux présidents, et ce qui aurait eu un rôle, une influence dans la création, dans un premier temps, de la Société des Nations, et dans un deuxième temps, de l'Organisation des Nations Unies. J'ai 15 ans, je lis cette phrase, et je ne sais pas pourquoi, enfin maintenant je sais à peu près, mais cette phrase me parle, et ça va devenir, pas une obsession, mais le travail de toute une vie, pour essayer de comprendre, de trouver comment, d'abord si ça avait pu être vrai, voilà, alors à l'époque, j'ai 15 ans, on est en 1973, ou les années... Et Internet n'existe pas. Si on veut avoir de l'information, ben on écrit, on va dans des bibliothèques, on regarde des archives, tout ça. Et je ne trouve rien pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 10 ans, pendant 20 ans, pendant 30 ans. Et puis un jour, comment dire ça? J'ai eu une intuition. Une réflexion d'abord en me disant, bon, Edgar Cayce, c'était un photographe à la base, c'était un voyant, mais je veux dire, son métier, c'était de faire des photographies. Il était très pauvre, il a vécu très, très simplement toute sa vie. Et Woodrow Wilson et Franklin Roosevelt, c'était des présidents des États-Unis. D'ailleurs, pour vous donner une image, les pharaons. Donc l'échelle sociale, elle est juste énorme, quoi. On ne peut pas faire... Bon. Donc forcément, je me dis, il y a un intermédiaire. Et là, croyez-le ou pas, je lis ça, c'était l'été, souvent je choisissais l'été pour lire un peu des livres, Dorothée Cachelin de Bison, voilà, des livres très très intéressants sur Edgar Cayce. Et dans la nuit, je ne suis pas du tout clairvoyant, pas du tout médium, rien de rien. Mais bel et bien, dans la nuit, je me réveille, une sorte de rêve, quoi, quelque chose de manière très, très fortement me réveille, et j'entends ce mot, Patterson. Alors qu'est-ce que je cherche? Donc j'écris Patterson, est-ce que ça aurait pu être cet intermédiaire donc entre Roosevelt et Edgar Cayce? Je ne sais pas. Toujours est-il. Et je sais, à ce jour, je ne sais pas. Sauf que, après la venue donc, de l'Internet, un soir, bon, je fais des recherches et je tape je tape Roosevelt, Cayce, Patterson. Et là, je tombe sur un discours d'un gars qui s'appelait Thomas Sugru. C'était long, mais j'en pouvais plus c'était vraiment, il se laissait, voilà, il avait fait un discours à une association, je crois que c'était l'association, qui existe toujours, hein, l'Assemblée Générale de l'Association pour la Recherche et je ne sais pas comment on est, Enlightenment, pas l'illumination, mais l'éclairage, si vous voulez, mais enfin de manière philosophique, quoi, voilà, qui est autour de Edgar Cayce. Et là, je tombe sur un poème. Alors, je pense que est-ce qu'il avait écrit ce poème, tout ça? Et ce poème me parle de manière extraordinaire, comme si je le reconnaissais en quelque sorte, en me disant presque, mais j'ai déjà lu ça, peut-être même, est-ce que je l'ai écrit? Je ne sais pas. Mais enfin, à partir de là, je fais des recherches sur ce gars. Et là, ça va peut-être 2 ans à peu près, et je trouve des choses vraiment tout à fait extraordinaires. Par exemple, pour donner un exemple, ce Thomas Sugru, en fait, il avait été le roommate, hein, donc le coloc, si vous voulez, le colocataire du premier fils, Edgar Cayce et Gertrude, son épouse Gertrude Evans, avaient eu deux enfants, 2 garçons, Eugene et Edgar Evans. Alors Eugene Cayce avait été le roommate de Thomas Sugru à la Washington and Lee University, à Lexington, en Virginie, pas Kentucky, en Virginie, où je suis allé il y a à peu près 11 ans, je suis allé
c'était en 2008. Voilà, j'ai pu regarder plein de choses. Et cet ami-là, donc, le présente à son père. Et il va être très très intéressé, parce qu'il était catholique un peu, donc Eoghlin Casey n'osait pas trop parler, ouais, son père c'est d'université, voilà, son père voyant, ça ne le faisait pas trop socialement. Alors un jour il arrive à le coincer, il me dit mais tes sources, ce dont tu parles, ça vient d'où? Et là Eoghlin Casey était devenu tout rouge, il dit ben mon père est voyant. Oh, ça, c'est un psychic, ça veut dire médium, quoi. Voilà. Et donc, ce gros lui a dit, est resté comme ça, il dit, amène-moi chez lui, amène-moi chez toi, je veux le rencontrer. Et ils se sont rencontrés à partir de là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est étendu, il avait une sorte de sofa, il se mettait, bon, c'est très très intéressant, mais il se mettait en état d'auto-hypnose. Et là, en quelques minutes, là, il part, en fait, sa conscience part dans le corps astral, peut-être, je ne sais pas, c'est pour ça qu'on a le corps émotionnel, on dit le corps astral, mais la raison est là, c'est-à-dire ce qu'on fait basiquement dans la pratique, tout le monde, quand on dort, la conscience part à travers ce corps astral et laisse le corps physique pour que, voilà, qu'il y ait un repos, que tout se fasse. Bref, il se met comme ça, il part, et il part dans le monde. Alors, dans la tradition ésotérique juive, on parle des chroniques akashiques. L'akasha chronique, hein, qu'on retrouve beaucoup dans les textes, cette tradition, c'est la séphira cachée, date, là au milieu de l'arbre séphirotique, qui est une splendeur. Hein, Omrami Kalaïvanov disait de ce symbole que c'est de l'arbre séphirotique, hein, qui avait, je crois, été écrit, fait, présenté par toute une tradition dans la Kabbale, hein, mais évidemment. Enfin, mais il y a, alors bien sûr, il y a Shimeon Bar Yochai, mais c'est surtout Isaac Ashkenazi Luria. Je crois que il vivait au XIIe, XIIIe siècle. C'était un voyant extraordinaire, un être extraordinaire. C'est lui qui a dessiné ça, l'arbre séphirotique. Et il y a une séphira, c'est-à-dire une représentation qui est invisible. C'est la séphira cachée. Donc Edgar Cayce, il avait cette capacité tout à fait extraordinaire de pouvoir aller dans cette séphira date. Qu'est-ce que c'est? Il faut le dire, Da'at, merci. Qui en fait est une sorte, on l'appelle aussi le miroir magique, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui enregistre tout de ce qui se passe dans l'univers, tout ça. Et c'est très intéressant parce que par exemple, il y avait un physicien, je crois que c'était Pierre-Yves Degennes, prix Nobel de physique, qui avait à peu près la même conception ici, mais en fait, le rayonnement, la vibration, le cycle des atomes n'est jamais le même des électrons. Donc en réalité, si on pouvait avoir une pierre qui était tenue par Cléopâtre, il donnait cet exemple, on pourrait savoir ce qui s'est passé avec Pompée, avec son Césarion, son fils, etc., les événements, bon. Et ben c'est ça, date. C'est-à-dire, donc Edgar Cayce, il allait dans cette région subtile de l'univers, tout est enregistré, et il voit le petit gars là, qui était Thomas Suru, il dit voilà, tu as vécu à telle époque, voilà, ça c'est les 4 ou 5 vies pour celui-ci qui sont importantes pour toi. Parce qu'en réalité, dans chaque vie qu'on vit, on est plus ou moins relié, on a vécu plein de vies en fait. C'est étonnant à penser, parce qu'on a l'impression qu'on arrive, on vit, et puis on part. Non, en fait, moi, ma conviction, elle est qu'on ne s'arrête jamais de vivre. Je trouve que la mort est un concept superflu. Oui, on peut laisser, comme disent les orientaux, notre vêtement, hein, ce corps physique, oui. Et bien sûr, c'est douloureux pour les amis, la famille, évidemment. Mais en soi, la mort, c'est un mot qu'on devrait presque bannir. Enfin, en tout cas, le concept, ce qu'on est associé, n'existe pas. Bref. Donc chaque vie qu'on vit, on est associé plus particulièrement à 4, 5, 6 vies. Donc je fais des recherches avec ce Thomas Suru. Qu'est-ce que je découvre? Donc je vous la fais short, hein, qu'est-ce que je découvre au bout de 2 ans? Qu'en fait, le cousin germain de l'épouse de Edgar Cayce s'appelait Edmund William Starling, et c'était un militaire qui a été sélectionné, choisi, et qui était militaire d'un
officier, mais de rang, entre guillemets, subalterne. En tout cas, c'était pas un officier, il n'avait pas fait West Point, ou même d'autres académies militaires. Non, il était issu du rang, et son job, c'était de surveiller les trains postaux. Il y a des bandits qui rentraient, donc lui, il courait, il était basé à Selma, dans l'Alabama, et voilà. Donc, et puis, qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, le président, c'est-à-dire l'administration autour de Woodrow Wilson, qui vient d'être élu, lui propose à lui d'assurer sa protection rapprochée. Donc, autrement dit, il lui propose de faire en sorte qu'il reste vivant. C'est ça. Il propose de devenir responsable du Secret Service, dont il va devenir le responsable, et il va avoir cette responsabilité incroyable qui ne serait pas possible, je pense, aujourd'hui, d'être responsable de ce chef de ce Secret Service, donc d'assurer la protection rapprochée de tous les présidents américains, hein, Hoover, Coolidge, Harding, etc., après Wilson, jusqu'à Roosevelt, et il va démissionner en 1943, 100 ans, et effectivement, quelques mois après, il va décéder d'ailleurs. Et Thomas Sugrue va écrire la biographie de ce militaire, qui, je pense, aujourd'hui, a été tout à fait, alors en anglais on dit instrumental, c'est-à-dire, il était essentiel, c'était le rouage essentiel. Disons que si les événements avaient fait que un humble artisan photographe puisse rencontrer aisément un homme photographe du Kentucky ou de l'Alabama ou de Virginie, puisse rencontrer relativement facilement le président, juste ça, le président de la première puissance mondiale, en tout cas à l'époque et encore aujourd'hui, à de nombreux égards, et ben, ça aurait été pratique, disons. Et ça a été le cas. Tu proposes un livre où tu fais... Alors effectivement, j'ai écrit ce livre, qui est un peu, voilà, c'est un peu ma synthèse, que ça s'appelle Naissance d'une civilisation planétaire. Bon, le pitch, hein, le résumé, ça en quelques mots, c'est quoi? Mais je pense que en fait, une nouvelle civilisation planétaire est en train de naître. On ne s'en aperçoit pas beaucoup, parce on se concentre beaucoup sur le fracas de ce Moyen-Âge, c'est-à-dire l'âge actuel, hein, tout continent confondu. Hein, dit souvent une civilisation humaine qui a 193 pays en 2019, ben c'est ça le Moyen-Âge, c'est juste ridicule, quoi. Au niveau économique, il suffit d'un clic pour avoir ce qu'on veut, ou avoir n'importe quelle info, musique, film, etc., toute la planète, tout le monde, partout, en Afghanistan, tout, au Québec, en Ontario, enfin, voilà, vous avez ça, et par contre au niveau administratif, ah non, les frontières, partout, on s'épie, on se méfie, là, les ambassades, les armées, les programmes de recherche-développement, tout ça, c'est une gabegie, mais c'est aberrant, en tant qu'économiste, mais même simple citoyen, c'est vraiment mais c'est une stupidité. Bien sûr qu'il y a le nationalisme, en quelque sorte, enfin en tout cas, l'attachement à son terroir, à son territoire, mais ça c'est magnifique. Je suis né à Avignon, mais je suis resté lié à Avignon. Je suis français plus que allemand. Et ça ne m'empêche pas mon prénom, c'est Christophe, voilà, Jean-Christophe, de Romain Roland. C'est toute l'histoire de ça, hein, de ce magnifique livre, hein, que ma mère et mes parents lisaient quand elle était enceinte. Ma mère était enceinte de moi, mais c'est toute ma vie, ce livre, en fait. C'est très curieux si on regarde un peu l'histoire de cet être qui c'est un livre poignant et magnifique qui essaye de réconcilier à travers la musique. C'est un chef d'orchestre, un compositeur qui essaye de réconcilier, voilà, la France et l'Allemagne qui sont les symboles, voilà, comme la Palestine et les Palestiniens et les Israéliens, même si les Israéliens disent qu'ils sont palestiniens, ce qui est vrai aussi. Bon, enfin bref, cette histoire mais sur toute la planète, c'est ça. Voilà, on s'entretue, on s'étripe entre voisins d'une même rivière, et ça depuis les années. Mais c'est ça qui peut cesser. Et là, je trouve que l'économie, si souvent vilipendée, c'est matérialiste. Mais non, l'économie, elle montre la voie, au moins. Je veux dire, voilà. Et donc, je pense que cette construction d'un nouvel âge, voilà, eh ben, elle a commencé, et quel est le ciment, la source, l'essence de ce nouvel âge humain? C'est un très beau mot, nouvel âge. Mais là, tout à l'heure, tu as parlé de rencontrer des présidents, or qu'on sait qu'aujourd'hui, ce sont les présidents du monde, de toute la Terre. On voit des présidents qui font
pratiquement rien, hein, surtout le président des États-Unis ou bien d'autres, les Israéliens, ou qu'est-ce qu'ils font pour la paix, qu'est-ce qu'ils font pour l'économie mondiale, mais vraiment zéro hein, actuellement. Voilà, moi je pense qu'ils font ce qu'ils peuvent et ils partent tous d'un très bon sentiment. C'est ça qui est terrible. En fait, c'est que tout le monde est persuadé, même en faisant la guerre des fois, ou en faisant des interventions, tout le monde est persuadé, et c'est très sincère, c'est ça la problématique, c'est super sincère. Et ils sont persuadés, et ils ont plein d'arguments, il y a plein de gens autour d'eux qui leur disent « Mais oui, il faut défendre les intérêts de l'Amérique, de la Russie, de la Chine, du Japon, de la France, voilà. » Mais est-ce qu'on défend les intérêts de la planète, de la civilisation humaine? C'est ça, c'est la question qu'on doit aujourd'hui se poser. Est-ce que la nation humaine, est-ce qu'elle a la capacité de vivre avec elle-même? Et c'est cette question-là aujourd'hui qu'il faut se poser. Pour ça, on peut pas, il faut qu'on cesse de dire, voilà, c'est idiot, c'est stupide comme ils font. Non, ils ont raison, mais c'est à nous, êtres humains, d'arriver à apporter des arguments, d'arriver à apporter une idée, un idéal, si on veut, en tout cas une passion, une dynamique, et ça, je trouve que l'art pour ça, voilà, c'est son job. Alors que l'art, il faut le voir au sens large, il y a la sculpture, la peinture, la musique, la photographie, tout ce qu'on... Mais il y a aussi les médias, les films, les livres. Donc si vous êtes artiste, si vous êtes compositeur, si vous êtes auteur, mais c'est ça, mon Dieu, qu'il faut arriver à construire. Hein, je dis mon Dieu, mais c'est pas une question de croire ou pas, et d'ailleurs, à un Dieu ou à des dieux, quelle représentation mentale. On s'en contrefout un peu tout ça. L'important, c'est de dire, voilà, comment on essaye de construire une identité humaine, planétaire. Ça, c'est tout à fait nécessaire et c'est tout à fait possible. Parce que si on y arrive sur le plan économique, on peut y arriver sur tous les autres plans. C'est le plus dur, le plan économique. Et on y est arrivé. Alors, c'est le monde à l'envers. On devrait penser, mais au moins déjà se penser en tant que nation humaine. Ça, c'est essentiel, c'est fondamental. Et c'est là où je reviens sur les enseignements de Ben Sadoun, hein, à partir des années 1905. Il a passé 8 ans à Boston, aux USA. Il revient en Bulgarie et il donne cet enseignement christique solaire. Quand on dit christique, ça veut dire quoi? C'est pas Jésus. Jésus, oui, Christ, c'est une dimension spirituelle, une dimension de l'univers qui s'exprime à travers le... Voilà, c'est ça le plan bouddhique, c'est le plan christique. Et cette dimension-là, elle peut imprégner tout, absolument tout, c'est-à-dire, y compris dans le plan business, c'est-à-dire que vous dessinez une brosse à dents, mais elle peut avoir une forme christique. Caricature, mais c'est-à-dire qu'au sens où... Et c'est ça d'ailleurs qui fait le côté économique. C'est-à-dire, plus quelque chose se rapproche à un objet, un design, un service, si c'est designé dans le sens de cette vie, cette subtilité, cette musique solaire, et ben c'est en ça que c'est christique ou bouddhique, appelons ça comme on veut. Mais normalement, il y a deux formes, d'après ce que je comprends dans l'économie, parce que je ne suis pas un expert, il y a deux formes d'économie, le capitalisme, le socialisme, ou le communisme, si on veut. Mais on voit que ni l'un ni l'autre ont apporté le bonheur. Oui, mais c'est parce que c'est pas ou l'un ou l'autre. Ça, c'est la grande approche d'Abraham Mikhailovich Ivanov en économie, c'est de dire qu'on doit avoir les deux. Et comme toujours dans son approche, il part de l'exemple humain. Il ramène ça le plan humain. Il dit, mais la nature, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est capitaliste et elle est communiste. C'est-à-dire, elle est capitaliste dans le premier temps, elle grossit, ça, elle fait mûrir, ça dure un an, et puis après, elle est communiste, elle offre les poires, les pêches, les salades et les abricots, et tout le reste, elle donne. Et bien l'être humain doit faire pareil. Et c'est-à-dire, donc c'est cette conversation. Le libéralisme, c'est extraordinaire, et on n'aurait pas eu le libéralisme, y compris le libéralisme économique. Mais on serait toujours sur l'inquisition. Voilà, et il ne faut pas penser, on a le droit. Voilà, c'est ça, le libéralisme philosophique dans un premier temps, politique dans un deuxième temps, économique dans un troisième temps, il a apporté des choses extraordinaires. Le problème, c'est que si on oublie le côté social, c'est-à-dire socialiste, communiste, c'est-à-dire ce côté, pas collectivisme, enfin, cette générosité, c'est très très con, et ça devient affreux même. Et en plus, il faut une régulation, c'est-à-dire que si on oublie ça, pourquoi pas, parce que l'égoïsme, la rapacité humaine... Oui, mais le communisme est basé... Moi, je suis né dans un kibbutz en Israël. Le communisme nous apporte quand même une certaine conception
de vie fraternelle, de vie en commun, de prendre soin de l'autre, aider les uns les autres, tout ça. Mais complètement. C'est autant moi je suis persuadé que, enfin je suis un partisan et je pense que c'est même un beau mot le libéralisme. Il faut pas cracher sur ce qui nous nourrit. Le libéralisme apporte des choses extraordinaires. Le problème c'est qu'il n'est pas régulé. Mais de même, le communisme, c'est le vrai sens du christianisme. Ou de quelques traditions. Enfin c'est la beauté de l'âme humaine. Ça veut dire c'est partager, c'est prendre soin de l'autre. Tu aideras, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas plus beau. C'est ça le communisme, idéalement. Le problème, c'est là aussi, si ça devient un peu collectiviste, tout ça, mais c'est aussi con, aussi absurde que le libéralisme non régulé tout seul, qui peut ravager la planète. Mais les deux, voilà, ça c'est l'essence de cet enseignement. Donc moi j'ai écrit cet ouvrage pour faire ma naissance d'une civilisation planétaire. On trouve sur Amazon, des choses comme ça, voilà. Bon, pour apporter ma contribution. Moi j'avais un peu pas ce talent, mais enfin cette capacité, cette envie, cette aisance. C'est pour ça qu'il m'avait dit, quand j'étais tout gamin, j'écrivais pas à l'époque. Il m'a dit choisissez, vous pouvez choisir entre la littérature et l'anglais. Qui vous a dit ça? Omraam Michaela Ivanov, justement. Ça c'était vraiment... Et donc j'ai eu cette facilité, j'aime beaucoup écrire, j'ai écrit quelques poèmes, des choses comme ça. Alors il y a, si je parle d'un autre sujet, là, il y a... Et je pense une erreur dans l'opinion publique, dans le monde, dans les journaux, dans la façon dont les écrivains parlent, comme si la guerre c'est la chose la plus atroce. Moi je néglige pas que la guerre est atroce, bien sûr. 60 millions de morts dans la Deuxième Guerre mondiale, c'est énorme. Mais actuellement, sur la Terre, c'est la pollution qui crée beaucoup plus de maladies, beaucoup plus de morts. Et on ne prend pas en considération combien de morts il y a sur la Terre. Et je pense qu'une partie de toutes ces maladies et morts qui deviennent la vraie guerre, parce que la pollution, c'est la vraie guerre dans l'avenir, et les économistes n'ont pas encore trouvé, ni réfléchi, de quelle façon ils vont résoudre ce problème. Bon, disons que ça fait partie, toujours l'humanité, la nation humaine, l'espèce humaine, la race humaine si on veut, en termes de race, voilà. Enfin, s'il y a une race, il n'y en a qu'une, c'est la race humaine, mettons. Par rapport aux lapins, il y a la race des lapins, voilà, il y a la race humaine. Bon. L'espèce humaine, la nation humaine, elle a fait face au cours des millénaires, et même des dizaines, peut-être même des centaines de milliers, à des challenges, à des difficultés, à des enjeux vitaux. Bon, aujourd'hui, l'enjeu environnemental, c'est l'enjeu vital. L'enjeu des guerres mondiales, aussi curieux que ça puisse paraître, il n'y a jamais eu si peu de conflits et de morts par conflits militaires, armés en tout cas, qu'aujourd'hui. Et la décrue, elle est continue et continue encore depuis les années. Même s'il y a c'est toujours terrible, une seule bombe qui explose, voilà. Mais aussi curieux que ça puisse paraître, cette difficulté-là, malgré les difficultés, tend un petit peu à s'amenuiser. C'est simple, cette naissance qui est entreprise d'une civilisation planétaire. Mais l'enjeu qui émerge aujourd'hui, qui devient aussi vital, c'est celui de l'environnement. Et là aussi, pour y faire face, comment on fait ? Alors on peut décréter, voilà, il faut faire ci. Mais là, c'est l'enseignement un peu d'Omraam Michaela Ivanov, ça, qui apporte aussi beaucoup de solutions. Alors sans vouloir faire, je sors mon petit bouquin, voilà. Non, c'est pas ça, c'est pas... Omraam Michaela Ivanov a dit, non. Mais c'est juste que ça aide. Quand on veut... Sa pensée, sa philosophie, c'est quoi ? C'est de dire, écoutez, quand il y a un problème, il y a 3 manières complémentaires de le résoudre. C'est par la pensée, c'est par le cœur ou l'âme, et puis c'est dans la pratique, par les actions réelles, quoi. Et en fait, si on fait ou l'un ou l'autre, c'est-à-dire si on fait que voilà, il faut réduire. Oui, mais l'être humain, il y a des obligations, mais on va contourner. On va prendre des voitures diesel, etc. Donc c'est d'abord dans la compréhension, c'est ça. Et ensuite, il faut qu'on comprenne qu'on n'a qu'une planète et qu'elle est fragile. Donc déjà, il faut comprendre. Et puis, comment ça fonctionne, l'écosystème. L'écosystème, c'est pas juste l'atmosphère, ou non, l'écosystème, c'est très vaste. Ça veut dire que c'est l'espèce humaine dedans. Comment on pense, justement, la nation humaine ?
dans cet écosystème. Comment on pense tous les animaux, comment on pense tous les insectes, comment on pense tout alors, il y a des penseurs, beaucoup de monde qui réfléchit, mais c'est cet enjeu-là, planétaire, qu'il faut envisager. Le deuxième, c'est d'aimer ça. Et c'est vraiment c'est-à-dire que si on veut vraiment avoir une question, mais il faut, c'est-à-dire que il faut que les artistes s'en emparent. Ça, c'est essentiel qu'on ait que la composition, qu'on ait des opéras qui révèlent la beauté de cette nature qui nous nourrit sur tous les plans, pas uniquement des arbres qui s'agitent là dans la vallée de la Shenandoah en Virginie, hein. Non, ou partout ailleurs dans le monde. Non, c'est cette beauté qui inspire, qui est subtile, où on a toutes ces réalités du réel, du vrai réel invisible qui se traduit à travers la splendeur d'un paysage, d'une mer, de quelques vagues, il faut qu'on ait que les artistes s'en emparent. Et puis après, dans le plan réel, c'est des produits, des services, des bagnoles, des camions, des tracteurs, des usines, des process qui permettent à la planète humaine de respirer. C'est ça qui compte. Voilà. Donc je pense que là aussi l'ésotérisme peut être un outil essentiel. C'est pas de pleurer, de gémir, de couiner sur l'environnement qui va faire des difficultés, qui va permettre de résoudre des difficultés. C'est de s'emparer ça avec tous les atouts qu'on a. On a 3 atouts, on a notre pensée, notre cerveau, on a notre cœur, c'est-à-dire notre âme, et on a nos mains, nos bras, et tout ce qui va avec pour agir. Mais c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Et là aussi, c'est un enjeu planétaire pour lequel il faut au moins qu'on pense à cette vision du futur, on peut appeler ça les États-Unis de la Terre, comme on veut. Bon, Abraham Ivanov disait la pan, c'est-à-dire toute terre. Bon. Ça fait mieux en anglais, pan earth. Voilà, bon. Okay. Moi j'utilise ce concept de mairie planétaire. Si un jour tous les États sont coordonnés entre eux, et puis on n'a même plus besoin de cette notion de pays. En fait, ça ressemble à quoi la puissance publique? À une mairie. Voilà, une mairie c'est quoi? C'est une mairie, c'est gentil. Ça s'occupe des trottoirs, que les mamies ne tombent pas quand elles marchent. Ça s'occupe des écoles, de faire de l'éclairage. C'est ça une mairie planétaire qu'on devrait. Que tous les jeunes de la planète... En réalité, un État sur toute la Terre. Une coordination planétaire, une sorte d'État, si on ne met pas un État collectiviste. Donc, pas de président. Mais si, pourquoi pas un responsable, bien sûr, on peut imaginer, il faut toujours un responsable. Mais un responsable est très peu. Peut-être comme dans la synarchie, 3. Alors c'est un concept très, très mal connu, très, très, très mal connu, qui est associé à des courants. On dit, tiens, synarchie, ça fait extrême droite. Ça ne fait pas extrême droite du tout. L'origine, c'était tout à fait le contraire. C'était des polytechniciens dans les années 30. Qui, pour Vichy, le régime de Vichy, de Vichy avait 2 défauts essentiels, ils étaient de gauche et ils étaient juifs, qui avaient lancé cette réflexion donc sur l'archimède. Alfred Sauvy en avait fait partie, en tout cas, c'est le seul qui avait pris à peu près intelligemment. C'était très intelligent, c'était après les travaux d'un écrivain très intéressant, très, très peu connu, qui s'appelle Alexandre Saint-Yves d'Alvèdre, qui a écrit des livres un peu visionnaires, très, très, très curieux, très intéressants, et qui avait lancé ce concept de la synarchie. On est là dans le cœur du cœur de l'ésotérisme. Bon, je pense que c'est très lointain, mais si on réfléchit, parce que cette vision de la synarchie, c'est Abraham Ivanov, lui il en disait, écoutez, c'est essentiellement un travail intérieur. Mais peut-être qu'un jour on arrivera. Et de fait, dès aujourd'hui, c'est-à-dire c'est l'essence même du système républicain démocratique constitutionnel. C'est quoi ce système-là, qui est grosso modo le modèle politique organisationnel pour la société humaine qui est dominant à l'échelle planétaire? Mais c'est quoi? C'est ça. C'est-à-dire qu'à la tête, vous avez des idéaux, la Constitution, les principes de la Constitution, et vous pouvez regarder, il n'y a pas un pays au monde qui n'a pas une Constitution. Et chaque Constitution, il y a des principes, des valeurs. Donc c'est ça, le principe de l'anarchie. Et puis après, vous avez une séparation des pouvoirs. C'est-à-dire ceux qui ont le pouvoir, c'est-à-dire la capacité de dire fais ci, fais ça, il faut que tu respectes, il faut rouler à 80 km/h, ou 90, ou 130, ou 120, ou 110, etc., etc. C'est ça le pouvoir. Et puis il y a ceux qui ont l'autorité.
Et l'autorité, voilà, donc c'est cette construction qui est au fond très proche de la synergie, qu'on retrouve à Montesquieu. Montesquieu en France, qu'est-ce qu'il fait quand il dessine un peu avec Locke, quelques années avant, quelques 10-20 ans avant, pour la Grande-Bretagne, l'essence de ce qui fait le système organisationnel politique à l'échelle planétaire. Comment il s'inspire? Il va chercher chez les Romains. Donc voilà, il définit un peu cette essence du système politique moderne, il va le chercher dans leur réflexion philosophique des Romains. Alors les Romains, c'était voilà, l'Empire romain, voilà, c'était cruel, très organisé, mais assez barbare. Donc il ne s'agit pas de dire une apologie, pas du tout, de l'Empire romain, mais un empire enfin, qui dure de nombreux siècles et qui arrive à structurer, il y a des bases. Et ces bases-là, c'est les bases de Montesquieu s'inspire, c'est celles de Numa Pompilius. J'ai fait quelques recherches dessus, dont je parle dans ce livre. C'est très très intéressant. C'est très intéressant. Ces bases-là, elles sont ésotériques. Et basiquement, ce qu'on peut dire, c'est que toutes les étapes de la civilisation humaine, elles se sont structurées sur des apports successifs alors on dit des initiés, c'est-à-dire c'est quoi des initiés? En tout cas des êtres, c'est dans l'ésotérisme on emploie ce terme d'initié. C'est un initié, c'est quelqu'un qui a entrepris le chemin. L'initiation, c'est quelqu'un qui est parti sur le chemin. Des êtres comme Pythagore, voilà, qui a une influence extraordinaire sur on dit le miracle grec, mais il n'y a eu aucun miracle grec. Les miracles, c'est un mot pour dire qu'on ne comprend pas ce qui se passe. Mais en fait, c'est un processus tout à fait rationnel qui se passe.